Hello, on se retrouve dans cette nouvelle série de vidéos. Je vais pas tout vous spoil dès le début, mais il faut quand même que je vous mette un peu de contexte pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Évidemment, dans cette série, on va parler du nouveau projet qui se trame depuis quelques mois, et ça va aussi nous permettre d'aborder plusieurs thématiques, notamment autour de l'hébergement du cheval, des conséquences de son environnement sur sa santé et son bien-être en général, mais aussi de la difficulté à trouver un lieu de vie et des personnes de confiance où mettre son cheval. Je vais profiter de ce premier épisode pour vous refaire un petit point sur tout ce qui s'est passé, parce que entre l'intégration de Deep et Galib qui ne s'est pas déroulée comme on le souhaitait et la fermeture précipitée de nos écuries, tout ça est venu un petit peu chambouler l'organisation de ce projet. Et comme je vous l'avais déjà un petit peu annoncé, Galib devait faire partie intégrante de ce nouveau projet et on l'avait construit en partie autour de lui. Et du fait qu'il ne s'entende pas avec Deep et pour plein d'autres raisons que vous découvrirez au fur et à mesure des épisodes, il ne fera pas partie de ce projet-là. Donc ça a causé vraiment beaucoup de rebondissements et de changements de plan et d'organisation pour l'avancée du projet. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer tout ça sans que vous perdiez le fil de l'histoire. Tout a commencé au mois de juin où on a appris que l'écurie dans laquelle étaient Deep et Galib allait fermer et donc on avait 3 mois pour trouver une solution pour nos chevaux. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire qu'avec cette série de vidéos, je vais réintégrer Deep sur cette chaîne YouTube. Pour les nouveaux qui sont arrivés suite à l'histoire de Galib, Deep c'est mon cheval depuis maintenant 12 ans et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur lui et son autre parcours. Et pour Galib, on lui a trouvé une pension pas très loin, donc évidemment, la série sur son évolution va continuer. Voilà, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire qu'il fallait qu'on trouve un nouveau lieu pour les chevaux. Pour moi, il était inenvisageable de remettre Deep en pension, parce que c'est simple, à partir du moment où il a commencé à être en pension et plus à la maison chez mes parents, il n'a fait qu'enchaîner les problèmes de santé, et des problèmes majoritairement liés à une mauvaise gestion des terrains, une mauvaise gestion des groupes de chevaux, une mauvaise gestion du fourrage qu'on lui donnait à manger. Bref, il a eu beaucoup de choses et j'en ai marre de le voir mal à cause de critères sur lesquels je ne peux pas intervenir et j'en ai marre de dépenser beaucoup d'argent dans des soins qui en fait ne servent pas à grand chose parce que la base n'est pas là. Donc on rentre dans un sujet assez compliqué qui est l'hébergement du cheval. Donc moi personnellement, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais j'essaie de faire au mieux pour mon cheval avec les connaissances qu'on a actuellement, mais c'est un sujet qui est en constante évolution et qui varie d'un individu à l'autre ou d'un environnement à l'autre. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais on rentre dans quelque chose de nouveau qui est l'autogestion. Et donc, n'ayant pas les moyens encore de s'acheter une maison avec du terrain pour nos chevaux, qui est, je pense, le rêve de beaucoup de personnes, on cherchait une alternative et on est tombé un peu par hasard sur l'annonce d'une écurie à louer. On est tout de suite allé visiter et évidemment, on est tombé sous le charme de ce lieu. Donc pour vous en dire un peu plus sur le terrain, c'est la partie équestre d'une propriété qui n'était plus en activité depuis quelques années déjà. Au niveau surface, c'est pas très grand, on a un peu plus d'1,5 hectare et c'est ce qui va être le plus challengeant. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais bon, ça on en parlera un peu plus tard dans les épisodes. Mais c'est quelque chose d'assez réaliste parce que pour rester aux alentours des grandes villes, c'est toujours un peu compliqué d'avoir beaucoup de surface. On a aussi la chance d'avoir quelques infrastructures. Il y a une sellerie, quelques box, un hangar de stockage et une carrière. Et on a aussi la chance d'avoir l'eau et l'électricité sur place, ce qui va être très confortable et très pratique. Et donc comme je vous l'ai dit, ça fait quelques années que le terrain n'est plus occupé, donc on a quand même pas mal de travaux à faire, dont toutes les clôtures, un gros coup de nettoyage, le réaménagement de certaines choses et la remise en état de la carrière, parce que oui, en dessous de l'herbe là, il y a du sable. Et donc il ne fallait pas traîner parce qu'il nous restait un peu moins de 2 mois et demi avant que les chevaux n'arrivent. Et c'est là que le gros casse-tête arrive pour savoir comment aménager cet endroit pour qu'il soit à la fois fonctionnel, pratique, adapté aux besoins de nos chevaux, tout en préservant le terrain. Et la deuxième chose qu'il fallait qu'on prenne en compte, c'est que au moment où on réfléchissait à l'aménagement du terrain, Galib devait aussi intégrer cette écurie. Et ça engendrait de faire 2 groupes, et c'est pour ça qu'il devait vivre avec Deep, parce qu'une jument serait aussi sur place. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on s'est basé sur l'hypothèse où Galib et Deep vivraient ensemble, mais on a quand même imaginé des scénarios à côté. Et pour ce projet, on n'a évidemment pas travaillé tout seul. Et à votre avis, qui est la mieux placée dans le domaine de l'aménagement équestre pour nous aider dans ce projet? Claire-Marie Levaillant de Equus Paradise. Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, je vous fais rapidement une présentation. Claire-Marie Levaillant est ingénieure en énergie et environnement, et après plusieurs années à œuvrer dans la transition écologique, elle a choisi de rallier ses compétences scientifiques à sa passion, les chevaux. Elle a créé Equus Paradise pour accompagner les propriétaires dans la conception et la gestion durable d'hébergements équestres.
Son approche est inspirée de la permaculture et elle vise à créer des environnements fonctionnels, autonomes et respectueux du vivant. Son objectif est de concevoir un environnement sur mesure pour chaque projet, en prenant en compte le lieu, les chevaux et le mode de gestion de leurs gardiens. Elle intervient notamment sur le choix du mode d'hébergement, la végétalisation et l'autonomie alimentaire, la gestion du pâturage et des sols, ainsi que sur le choix des matériaux et des différentes techniques de stabilisation. Tout au long des épisodes, vous allez pouvoir suivre le déroulement de ces prestations et comment on a pu mettre ça en place sur le terrain. Pour vous en dire un peu plus, on a commencé par avoir un échange au téléphone pour introduire le projet, parler des chevaux, parler de nos envies, parler du lieu, la localisation, etc. Et donc si vous aussi vous avez envie d'échanger avec Claire-Marie pour parler d'un projet ou toute autre chose, il y a une page dédiée sur son site avec un formulaire pour programmer un appel ou obtenir un devis. Vous pouvez d'ailleurs profiter de moins 15% sur une visio-conseil avec Claire-Marie avec le code DEEP15. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description de la vidéo. Ensuite a lieu la visite de diagnostic où Claire-Marie vient sur le terrain pour nous rencontrer et pour étudier toutes les possibilités d'aménagement. Et ensuite, on reçoit un plan d'aménagement qu'on peaufine ensemble jusqu'à la version finale. Et après ça, Claire-Marie a mis en place un suivi de 3 mois avec des rendez-vous réguliers pour affiner le projet au cours de l'aménagement et répondre à toutes nos questions. On a également reçu un rapport de gestion de prairie personnalisé, mais ça, on en parlera un peu plus tard quand tout sera mis en place. Elle propose également des prestations complémentaires comme la végétalisation du terrain, l'accompagnement aux subventions ou le suivi longue durée. De notre côté, on est en location, donc on n'est pas allé jusque-là, mais ça peut être très utile et très intéressant pour d'autres projets. Claire-Marie peut se déplacer sur toute la France, et même en Suisse et en Belgique, et elle intervient aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et maintenant, je vous laisse découvrir le terrain avec la visite de diagnostic accompagnée de Claire-Marie. Bon, avant de commencer, il faut que je vous fasse une présentation des personnages principaux et des chevaux que vous allez voir sur cette série. Avec quand même, de toute façon, ils payent même pas à boire. Je paye pas du tout. Ah, rien, c'est bon, c'est bon. On va partager l'écurie avec un couple d'amis et leurs chevaux. Donc je vous présente Emma et Pierre et leurs 2 chevaux, Neytiri, une pouliche de 2 ans, et Vivi, un pur sang de 7 ans. Ça, c'est Pierre-Yves, mon amoureux, et ça, c'est moi et Didi. Et enfin, Roland, mon super papa, prêt à relever tous les défis. Maintenant que vous connaissez tout le monde, on peut commencer. La visite de diagnostic a duré environ 3 heures et on a commencé par faire un petit topo sur les chevaux, nos envies, nos emplois du temps et le temps et les ressources qu'on va pouvoir consacrer au terrain et à la gestion. Je vous laisse quelques images, mais je vous fais une voix off parce que les informations qu'on a données à Claire-Marie au moment de la visite ont complètement changé depuis. On n'a pas le même nombre de chevaux, Yael ne vivra pas avec Deep et en plus de ça, on a déménagé. Donc pour résumer, sur place, on aura pour le moment 3 chevaux avec des profils assez différents. Deep est emphysémateux et a tendance au surpoids. Il a aussi pas mal d'arthrose sur les cervicales. Vivi, quant à lui, est complètement arthrosé de tout le corps et à l'inverse, perd rapidement du poids. Et il a un système digestif assez fragile. Et quant à Neytiri, la pouliche, elle est en pleine croissance et c'est une boule d'énergie qui a besoin de beaucoup d'interactions. Donc un des points qui est important pour nous, c'était que le lieu puisse offrir la possibilité aux chevaux de beaucoup marcher et se déplacer. Claire-Marie nous a également demandé une estimation du poids des chevaux. C'est des valeurs qui vont lui servir pour pouvoir dimensionner la taille des parcelles par la suite. Au niveau du déroulement, là, 1 heure, c'est ce qu'il faut en général pour parler du projet. Donc là, on a à peu près fait le tour de redéfinir un peu les besoins du projet, les contraintes temporelles et les contraintes au niveau des chevaux. Et maintenant, le but, c'est de faire le tour du terrain. On a donc commencé par faire le tour de tous les bâtiments auxquels on a accès et de la partie écurie. On a accès à une partie du hangar pour stocker du matériel ou du fourrage. On va également utiliser 2 box qu'on aimerait laisser en libre service aux chevaux, mais à voir comment ça pourrait se faire. Ici, on a un espace vide qu'on ne sait pas trop comment aménager, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. On a également accès à un grand box qui devait sûrement servir pour des juments suités et qui par la suite a dû être aménagé en espace de pansage au vu de tous les accessoires qu'il y a au mur. Et je pense que nous aussi, on va l'utiliser pour faire un espace de pansage. Il y a aussi une grande fumière qu'on va sûrement modifier par la suite. Et pour finir, on a une super sellerie avec du carrelage au sol. Claire-Marie reporte tout sur son plan pour avoir toutes les informations pour travailler dessus par la suite. On passe ensuite à la visite du terrain et des futurs prés, et là Claire-Marie va vraiment faire attention à tout. Elle va venir observer tous les arbres qu'il y a autour, pour savoir s'il y a des espèces toxiques ou bien fourragères.
Là, en fait, je note les espèces qu'il y a en termes d'arbres. Là, on a une ligne de chêne pour prendre en compte ça dans l'aménagement. Elle va aussi regarder ce qui pousse au sol. Ça va lui donner beaucoup d'informations sur le type de sol, la qualité et ce qui a pu se passer dessus. Et évidemment, elle va regarder tous les espaces et comment on pourrait aménager tout ça. Ce que je regarde aussi au niveau de la strate herbacée, c'est ce que j'appelle les plantes bioindicatrices. C'est certaines plantes qui poussent dans des milieux particuliers, par exemple des milieux plus humides ou des milieux plus séchants, on peut prendre cet exemple-là. Et derrière, ça me permet de savoir un petit peu plus si on a des spots d'humidité, si on a des spots plus séchants, et ça permet de mieux attribuer les zones en fonction des saisons, par exemple. Un truc comme ça, qu'est-ce que tu observes? Là, par exemple, on a quelques orties, donc ça peut être effectivement... Là, on a un champ qui est cultivé et on a un dévers. Donc ça peut être juste qu'il y a trop d'azote qui se déverse sur ce côté-là. Donc du coup, les orties, ça c'est typique de ce genre de situation. Après, ça reste assez... J'ai pas d'indicateur d'humidité ici particulier. On arrive maintenant sur les parcelles où on a 3 zones principales. La première, qui est la zone la plus haute au niveau de la topographie du terrain, c'est celle qui va mieux se tenir en hiver et qui va être la moins humide. La deuxième, c'est une partie beaucoup plus humide, donc on la réservera pour la belle saison. Et la troisième, qui est un peu particulière parce que c'est un sous-bois. Celui-là, par exemple, d'abri, il est orienté plein ouest. Donc en fait, ici, ça risque d'être un abri où ça va déménager au niveau vent. Mais ça peut être un abri qui, le jour où le vent vient du sud ou d'ailleurs, restera agréable. Ou même l'été, du coup, il y aura peut-être plus de fraîcheur que sur la zone en bas. Donc c'est bien d'avoir différentes orientations d'abri pour qu'ils aient un usage différé en fonction des saisons. On a les rumex qui peuvent soit démontrer qu'il y a eu un tassement du sol à un moment donné. Donc est-ce qu'avant il y avait des chevaux qui stagnaient un peu par là par exemple? Est-ce que c'était une zone de repos? Est-ce que ça a été un peu piétiné? Voilà. Ça nous prouve un tassement en tout cas. Et en fait on l'aime pas trop parce qu'elle a tendance à vachement se disséminer. L'impact quand il va y avoir beaucoup de pluie, comment ça va ruisseler au niveau du terrain. Et par exemple, là, on voit une légère cuvette devant l'abri. Donc là, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que quand on est là, qu'il fait beau, on n'a pas trop l'observation de l'eau qui ruisselle. Vous l'aurez le jour où vous serez là et qu'il y aura beaucoup de pluie, vous pourrez un petit peu comprendre comment ça circule. Mais sinon, j'étudie les lignes de niveau, les courbes de niveau du terrain. Et ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur là où l'eau va vraiment se rejoindre. Est-ce qu'il y a des couloirs où on sent que l'humidité va rester, des cuvettes, tout ça. Et ça permet de éviter de faire passer par exemple une piste là où il y a une cuvette, quoi. C'est pas quelque chose qui est très humide, mais par contre comme c'est très ombragé, ça peut mettre du temps à sécher. Voilà, ça va mettre du temps à sécher et puis ça veut dire qu'on peut potentiellement quand même avoir des sols un peu compliqués l'hiver. Là on a un sol qui est assez clair en termes de couleur. Donc finalement on n'est pas hyper riche en matière organique. Ça permet de comprendre aussi pourquoi on a telle végétation dessus. Il y a déjà une belle pomme là. Des merisiers, cerisiers. On passe maintenant à la partie de gauche avec la carrière et les 2 autres parcelles. Pas grand chose à dire sur la carrière, mis à part qu'on a beaucoup de travail pour retrouver le sable en dessous de l'herbe, remettre en état les portails et les barrières, et sécuriser le regard qu'il y a au milieu de la carrière. Ici, ça sera le futur poulailler du propriétaire. Et du coup, ouais, c'est juste là le... Ouais, après, un passage étroit comme ça, ponctuel, c'est pas gênant. Il y a dû y avoir une grosse zone de compactage. On se disait, est-ce qu'ils ont mis le râtelier là à un moment donné, tu vois? Ça, c'est des arbres qu'ils aiment bien, c'est des aulnes glutineux fourragers, intéressants. Bien humide, je pense. Ouais, cette partie-là en bordure, effectivement, on voit bien ortie, on voit bien aussi là, au niveau de l'hauteur de l'herbe, que c'est vachement plus dense. Donc oui, potentiellement de la boue aussi l'hiver. Ouais. On passe à la dernière partie, le sous-bois. Alors là, je pense qu'on a un sycomore, je vais m'approcher. Ouais, c'en est un. En fait, le problème des sycomores, c'est qu'ils se ressèment partout. Les parties les plus problématiques, c'est les samarres et les plantules.
En fait, il y aura une gestion saisonnière. Le moment où les samards vont s'envoler vers la base, ça va être gênant, donc c'est début d'automne, fin d'été. Et après, l'autre période à risque, c'est printemps, au moment où les plantules vont germer. Et là, par exemple, on a l'érable champêtre. Lui, il est OK. Et les gens confondent parfois les feuilles. Alors, elles sont beaucoup plus petites en taille et elles n'ont pas du tout la même forme. Là, on est vraiment sur des formes plus arrondies et plus découpées. Le sycomore, c'est dentelé au niveau de l'extrémité. Ah, ça, c'est un résineux. Ah ouais. Il va falloir faire vraiment une triangulation de protection à côté parce que là, là c'est le grattoir de bide. Là, c'est pile à la bonne hauteur. Et ils vont le piétiner du coup. Et après, là, c'est des aulnes glutineux, c'est des enfourragés. Parfait. Donc en fait, il y en a pour le moment un qui nous pose souci. Ouais, pour l'instant. Et le problème en plus du sycomore, c'est qu'il est sur la butte. Donc les samards vont aller plus loin que s'il était dans un creux. Donc là, il faudra mettre en place un plan de gestion, de surveillance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas leur ouvrir le sous-bois. Faire attention, notamment en termes de saison, je vous dirais quand est-ce qu'il faut observer particulièrement les périodes à risque. On mettra quand même une sécurité par rapport au sycomore. La forme du terrain va vraiment encourager le mouvement. On a vraiment le truc très sympa de se dire qu'on a une zone de vie principale qui est assez centrale et qui distribue en fait en forme de U. Le reste, il faudra organiser des sous-parcelles de pâturage. Oui. Et après, le plus gros sujet, c'est surtout où est-ce qu'on met les zones de circulation par rapport au risque d'humidité. Et il y aura peut-être des pistes qui ne seront pas accessibles à l'année, mais qui seront plutôt à la belle saison accessibles. Et ça va être aussi en fonction des années. On va peut-être avoir des années moins humides et puis les pistes seront accessibles. Effectivement, une fois qu'on sera rodé, qu'on aura aussi pris possession des lieux, nous, on saura aussi se dire à tel moment, on peut les mettre, d'autres pas. Voilà. C'est sûr que quand on n'est pas sur le lieu et qu'on ne vit pas un hiver, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a quand même une base pour l'hiver qui est hyper optimisée et où on pourra leur mettre quand même des zones de foin à différents endroits. Voilà pour la présentation du terrain. J'espère que cette nouvelle série de vidéos et ce nouveau format vont vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas le code DEEP15 pour profiter de moins 15% sur une visio conseil avec Claire-Marie. Merci beaucoup d'avoir été au bout de cet épisode et on se retrouve très bientôt avec la découverte du plan d'aménagement et le début des travaux.